9% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce que vous pouvez espérer aujourd'hui si vous investissez sur Vidrala. Alors est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. En premier lieu, on va regarder un petit peu la viabilité du business. En second lieu, on va aller s'intéresser à la valorisation de l'entreprise. Et en troisième et à la fin, comme d'habitude, je vous donnerai mon avis sur cette entreprise, sachant que je ne suis ni conseiller ni analyste financier. Cette vidéo est seulement une analyse quantitative et un petit peu qualitative d'une entreprise. Donc aujourd'hui, on est sur Vidrala. Donc dans quoi elle opère? Donc c'est une entreprise espagnole qui opère dans le secteur des emballages. Donc les emballages plus spécifiquement en verre. Donc on va aller un petit peu la présenter. Donc on est sur un cœur de business qui ressemble énormément à Veralia qu'on a pu avoir en France, mais aujourd'hui eux ils sont un petit peu plus valorisés et ils ont peut-être de meilleures marges. Donc on va les regarder un petit peu. Donc on va aller ici dans les revenus. Donc on voit Glass Content. Donc on a un seul segment de business et c'est celui-là qui aujourd'hui nous récupère un petit peu plus de 1,35 milliard de chiffre d'affaires et sur la dernière année, donc là sur le dernier trimestre, plus 22% et à peu près plus 30% sur les derniers quarters si je me trompe pas. Donc on regardera ça après pour les produits financiers. Maintenant nous, ce qui nous intéresse de savoir, c'est est-ce que ce business là a-t-il un avenir? Est-ce que le business des emballages plastiques en tout cas va décroître et est-ce qu'on va avoir une montée du business du verre? En tout cas c'est ce qui pourrait y avoir, même si on sait qu'aujourd'hui le verre c'est une industrie qui est en décarbonisation parce que ça demande beaucoup d'énergie de transformer du verre, donc du sable etc, des sels bitumineux, le transformer en verre. Donc aujourd'hui il y a d'autres manières de le faire, hein. On a par exemple la transformation du calcin. Voilà, donc on va aller regarder un petit peu le calcain. Vous voyez que ici c'est les débris de verre, donc ça va être ce genre de choses là, ce qu'on va aller pouvoir récupérer sur les plages etc. Et donc la filière du verre aujourd'hui va pouvoir aller recycler ce genre de calcain. Vous le voyez ici, calcain, moulage et ensuite nouvelle bouteille. Donc ça pourrait effectivement être considéré comme un business qui pourrait être assez intéressant. Maintenant, Vidrala, il faudrait regarder un petit peu, est-ce que elle, c'est ce qu'elle opère ou pas, est-ce que ça fait partie de son business ou pas, parce que possiblement, on peut avoir des coûts des marchandises qui pourraient être bien inférieurs. Bon, bah là par exemple on peut le voir ici, on a une augmentation du chiffre d'affaires et des coûts des marchandises qui ont baissé. Alors est-ce que c'est une dépréciation ou c'est les coûts des marchandises? On voit qu'effectivement non, le coût des marchandises a baissé. Alors est-ce que c'est parce qu'ils utilisent du calcain ou est-ce que c'est seulement parce que leurs matériaux coûtent moins cher aujourd'hui? Bah on va aller essayer de comprendre ça. Donc nous ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de regarder donc la croissance. On voit qu'il y a une croissance intéressante. En termes de dépenses d'exploitation, on voit que ça décroît hein, complètement. On avait à peu près le même niveau à 474 000 de chiffre d'affaires. Aujourd'hui on est pratiquement au double et on a des dépenses d'exploitation qui n'ont pas doublé, qui ont même diminué. Donc ça c'est assez intéressant, ça veut dire que la marge opérationnelle elle a augmenté. On va aller la regarder ici en semestre. Marge opérationnelle, on voit qu'effectivement là on est sur une marge opérationnelle à 20. Bon, étant donné que là il y a eu une augmentation de l'inflation, donc on a pu répercuter une certaine augmentation de prix. Vous voyez que bon, la marge brute elle est quand même assez importante et la marge nette, vous avez vu qu'effectivement on a pu augmenter, avoir un impact plus important sur le prix, étant donné qu'en 2021 et 2022 on a eu une petite baisse. Vous voyez ici sur les marges EBITDA et sur les marges opérationnelles, étant donné que le marché était à l'arrêt, on avait eu des baisses de prix, mais ensuite on a pu les répercuter d'une manière exceptionnelle. On va aller regarder ici les revenus nets et vous voyez la différence hein, en termes de revenus nets par rapport à 2021 et à 2022 et 2023. En 2023 on a récupéré un revenu net qui était à 128 alors que c'est ce qu'on a fait dans les 2 années en fait. 2021 et 2022 en semestriel on a fait à peu près le même niveau. Donc nous on va aller le comparer maintenant au free cash flow et on va aller voir. Voilà, en termes semestriels on voit que par contre les free cash flows sont extrêmement négatifs. Alors pourquoi? On va aller un petit peu comparer ça. On voit qu'il donc déjà il y a un BFR qui est assez négatif. On le voit ici, hein, le BFR là il les a complètement bousillés. On voit que sur juin aussi là le BFR il a été vraiment assez important. Variation des comptes débiteurs, ok. Et est-ce qu'on a une variation des inventaires? Effectivement. Donc aujourd'hui il y a un problème pour stocker nos inventaires. Ça on sait qu'il y a eu un effet prix, il y a eu un effet déstockage là dernièrement, mais ça n'explique pas pourquoi est-ce qu'en 2021 et 2022 on a un besoin en fonds de roulement qui est négatif. Maintenant on va aller voir qu'est-ce qu'elle a fait avec son argent ici. Donc on voit qu'elle a acheté une entreprise là, le H1 2023 en juin, donc il faudrait peut-être savoir ce que c'est. Et en termes de dépenses d'immobilisation, on voit qu'effectivement il y a un capex de croissance qui est quand même assez important. On est à peu près sur un x2, hein. On va aller le voir ici, hop, j'enlève le revenu net et je mets hop dépréciation et amortissement. Voilà, donc là si on regarde en termes annualisés, on voit qu'effectivement la dépense d'investissement est toujours beaucoup plus importante que les dépréciations et les amortissements. Alors peut-être qu'elle déprécie pas autant que ce qu'on pourrait penser, ou possiblement qu'aujourd'hui il y a une grosse augmentation et qu'on pourrait être de plus en plus efficient, sachant qu'on a des dépenses d'exploitation qui baissent. Hein. Vous voyez que les dépenses d'exploitation sont à peu près au même niveau que les dépenses d'immobilisation, même si là récemment on a fait une grosse
Une grosse dépense en IMO, on le voit à 86 millions. Alors pourquoi? Il faudrait un petit peu aller creuser et aller regarder un petit peu les rapports financiers pour savoir de quoi il s'agit. Ensuite, est-ce qu'elle va avoir une politique de retour aux actionnaires? On voit qu'effectivement, on va aller racheter des actions. On va aller racheter des actions surtout quand on est sur un prix assez intéressant. On voit là l'année dernière. Et ensuite, on va aller verser un dividende qui a l'air assez croissant et on va aller mettre de la dette et on va aller la diminuer. Donc ça, maintenant, on va aller un petit peu la questionner. Regardez, en termes d'equity, on est sur un total d'avoir à 1,17 avec une KPI à 2,7. Donc voilà, on est à peu près sur un ratio à 2,3. Les actifs, maintenant, en termes de dette totale, on voit que la dette totale n'augmente pas spécialement. Hein. On voit qu'effectivement, elle stagne à peu près. En termes de dette nette, on voit qu'elle est assez faible. On va les garder un petit peu en liquidité, même si là, récemment, on a pu faire un achat en semestriel. Voilà, on voit que les liquidités ont diminué étant donné qu'on a fait un achat avec nos liquidités, effectivement. Je vais aller le voir ici, revenus hors exploitation, charges d'intérêt sur la dette. On voit que les charges d'intérêt est complètement anecdotique. On doit être sur du même pas du 1% par rapport à la dette totale. Donc c'est extrêmement intéressant. Donc maintenant, on va aller regarder un petit peu les dernières performances du Q3 et voir que les sales ont augmenté, changent de 17% avec un mix prix. Et ensuite, des EBITDA qui ont complètement augmenté, étant donné que je vous l'ai montré l'année dernière, la marge opérationnelle était assez faible, et donc l'operating profit a augmenté, et donc on a une marge EBITDA qui est à peu près à 26%. Donc ce qu'on avait pu connaître, en tout cas en 2021, ou plutôt en 2020, etc., ou même avant. Voilà, donc là vous le voyez, ensuite l'operating profit, comment est-ce que ça a augmenté. Vous voyez la marge, effectivement, les 9 mois sur 2021, on était à 27,6, là on est à 26,4, et en 2022, on était extrêmement descendu, malgré l'augmentation de chiffre d'affaires qu'on a pu avoir. Alors peut-être qu'il était lié au volume et pas au prix. Maintenant, nous, ce qu'il faut savoir, c'est voilà, la dette en termes de quarterly, la dette, elle continue à baisser. Ça, c'est bien. Ensuite, la dette par rapport aux EBITDA, on voit qu'elle diminue, mais c'est normal parce que les EBITDA sont en constante augmentation et augmentent de manière extrêmement forte. M&A activity, ça veut dire qu'ils viennent d'acquérir un business. Il nous dit, avec la contexte macro, en conclusion, les résultats qu'on a démontrés dans l'industrie montrent que nos clients aujourd'hui sont plus forts que jamais, et on l'a prouvé récemment avec la demande qui continue d'être là malgré les facteurs macroéconomiques. On a une plus grosse comparaison avec la temporary destocking effect, c'est ce que je vous ai parlé, hein, donc aux US et en Chine, on a vous l'avez vu dans les croissances de LVMH et de Pernod Ricard. Je vous invite à voir les vidéos que j'ai fait si vous les avez pas vues, pour regarder un petit peu que le business de l'alcool, en tout cas, et le business des boissons alcoolisées a pu connaître une décrue, et donc aujourd'hui on a un destocking effect, c'est-à-dire que ces entreprises ne vont plus commander aujourd'hui, ils vont aller faire baisser leur stock pour pas avoir de problème avec des variations de fonds de roulement et pouvoir être toujours rentable aujourd'hui. En termes de conclusion, est-ce que Vidrala est une entreprise intéressante? On voit qu'elle arrive à faire passer des hausses de prix assez intéressantes, on voit qu'elle a des marges opérationnelles très bonnes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est comment est-ce que est fabriqué son verre, etc. Allez vous poser des questions sur le business en lui-même, parce que là, on a vraiment survolé les chiffres et on voit qu'ils sont assez intéressants. Donc si les chiffres vous intéressent, je vous conseille d'aller faire vos propres recherches et d'aller écouter les conférences calls et les reports annuels, donc les documents d'enregistrement universel, qu'on appelle ça en français. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner, et moi je vous dis à bientôt.